Les projecteurs du stade devaient en être le sujet principal. 88 nations, 3 pays, une planète qui regarde, la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le plus grand événement sportif jamais organisé sur le sol américain, était censé être un moment décisif. Une occasion pour le pays le plus puissant du monde d'ouvrir grand ses portes et de montrer au monde à quoi ressemble un véritable accueil. Une occasion de rappeler à tous pourquoi les États-Unis ont bâti toute leur identité autour de l'idée que l'on peut venir d'ailleurs et appartenir. Au lieu de cela était devenu un test de résistance. Et avant même qu'un seul ballon ne soit frappé, le test échouait déjà. L'équipe nationale sud-africaine n'a pas pu embarquer à bord de son vol, charté depuis Johannesburg, des complications de visa. L'effectif qui devait affronter le premier adversaire d'un des pays co-organisateurs est resté au sol tandis que les entraîneurs, les médecins et le personnel de sécurité attendaient d'entendre des documents qui n'étaient jamais arrivés. Le ministre des Sports, Gayton McKenzie, a déclaré que tous les joueurs avaient finalement obtenu leur visa. Mais 4 membres clés du personnel, dont un entraîneur adjoint, le médecin de l'équipe et le chef de la sécurité, attendaient en toujours lorsque l'avion devait décoller. Le charter est parti avec un jour de retard. Ce n'est pas un simple problème d'emploi du temps. Ce n'est pas un accroc administratif. C'est une faille qui court directement sous les fondations d'un tournoi vendu à l'ensemble du monde comme l'événement sportif le plus inclusif de l'histoire. Et cette faille porte un nom. Elle n'a pas été construite du jour au lendemain. Elle s'est édifiée décision après décision, politique après politique, conférence de presse après conférence de presse, sur plusieurs années. Il ne s'agit pas de football, il s'agit de ce qui se passe quand l'événement le plus suivi au monde se heurte de plein fouet à une administration qui a transformé l'entrée aux États-Unis en une chambre à pression. Les hôtels sont sous-réservés. Les organisations de défense des droits civiques publient des avertissements de voyage. 2/3 des Américains affirment ne pas vouloir de la présence de l'immigration dans les stades. Le monde a été invité. Maintenant, ils se demandent si l'invitation était jamais réelle. Ce que vous allez entendre est le récit exact de ce qui s'est passé. Pourquoi les responsables de cette Coupe du Monde n'ont jamais anticipé cette collision? Ou peut-être l'ont-elles anticipée et ont détourné le regard? Et pourquoi le tournoi promis en 2018 ressemble à peine à celui qui a finalement commencé? Imaginez que vous avez réservé une table dans un restaurant il y a 6 ans. Les critiques étaient dithyrambiques. Le quartier était en effervescence. Vous avez annoncé à vos amis, à votre famille, à tout votre groupe de discussion que vous y alliez tous ensemble. Vous avez planifié votre emploi du temps autour de cela. Puis, 3 semaines avant votre réservation, la direction change. Le menu change. La politique d'accès change. Et le jour où vous devez arriver, vous apprenez que, selon votre passeport, votre nom, votre genre ou vos opinions politiques, vous pourriez même ne pas être autorisé à entrer. Combien de temps avant d'annuler ? C'est exactement le calcul que des millions de supporters, d'équipes nationales et de planificateurs de voyages internationaux ont effectué pendant des mois. Et ce que vous venez d'imaginer n'est pas hypothétique. C'est la réalité opérationnelle de la Coupe du Monde 2026. Revenons au début. Lorsque la FIFA a attribué la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, lors de la candidature de 2018, cela a paru comme un pari sûr. Le pari le plus sûr du Conseil, en fait. Des stades gigantesques, une infrastructure établie, un secteur du tourisme à la taille exacte requise par cet événement. Les prévisions économiques étaient vertigineuses, un potentiel de 30 milliards de dollars d'apport pour l'économie américaine seule. Les chaînes hôtelières ont commencé à planifier des années à l'avance. Les villes se sont livrées à une concurrence acharnée pour être désignées hôtes. Le pitch présenté à la FIFA était simple et il a fait mouche. L'Amérique était prête, l'Amérique était ouverte, et le monde était le bienvenu. C'était un autre climat politique. Ce qui est arrivé à la place a été une succession de décisions que aucun comité de planification de la FIFA n'avait jamais modélisées, parce qu'aucun comité n'avait jamais imaginé devoir le faire. Un durcissement de la politique d'immigration qui rendait l'entrée aux États-Unis imprévisible pour les citoyens de dizaines de pays. Des avis de voyage de plus d'20 organisations de la société civile, dont l'American Civil Liberties Union, avertissant les visiteurs internationaux des risques de se rendre aux États-Unis pendant cette période. Un sondage du Washington Post et de l'Université du Maryland révélant que 65% des Américains s'opposent à la présence d'agents de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, dans les stades de la Coupe du Monde.
et une posture de la sécurité intérieure si agressive que les hauts fonctionnaires, lors d'auditions publiques au Congrès, ne pouvaient pas répondre clairement si l'application de la loi sur l'immigration était prévue ou non dans les lieux du tournoi. La table elle-même était en train de bouger pendant qu'ils y étaient encore assis. Première facture, le signal hôtelier. Le Los Angeles Times a rapporté que les réservations d'hôtels pour la Coupe du Monde aux États-Unis étaient, selon leurs mots, très décevantes. Forbes est allé plus loin avec des dirigeants hôteliers décrivant le tournoi comme un non-événement pour leurs résultats. Le New York Post a indiqué que les supporters étrangers évitaient complètement les États-Unis, réorientèrent tous leurs projets de voyage, choisissant de regarder depuis chez eux ou depuis le Canada et le Mexique. L'American Hotel and Lodging Association a interrogé les exploitants de toutes les 11 villes hôtes américaines et a constaté que 80% des répondants signalaient des réservations en deçà des prévisions initiales. Dans des villes comme Boston, Dallas, Los Angeles, Philadelphie et Seattle, jusqu'à 70% des chambres que la FIFA avait réservées à l'origine ont ensuite été annulées. Dans des villes comme New York, Miami et Houston, la demande est restée stable, aucune vague d'afflux international, simplement une saison estivale ordinaire avec un décor exceptionnellement célèbre. L'association hôtelière a nommé les causes directement: appréhensions liées aux voyages internationaux, délais d'obtention de visa, tensions géopolitiques et le coût global de la participation, billets plus chers, transports onéreux, $1 qui ne s'étire plus comme avant pour de nombreux visiteurs étrangers. Environ 65% des exploitants interrogés ont pointé spécifiquement les restrictions de visa et les préoccupations géopolitiques comme moteurs principaux de la demande atténuée. Ce n'est pas un problème de relations publiques. Quand les hôteliers de Los Angeles, Miami et New York disent que leurs carnets sont vides, c'est le marché qui parle dans la seule langue qui ne ment jamais, l'argent. Les chambres sont disponibles. Le monde ne vient pas les occuper. C'est une facture, et les factures ne négocient pas. Deuxième facture, le débat sur la présence dans les stades. Environ 65% des Américains s'opposent à la présence d'agents de l'ICE dans les stades pendant le tournoi. Ce n'est pas une majorité mince. Ce n'est pas un match nul statistique. Près de 2/3 du public national, les personnes que cette administration prétend représenter, disent ne pas vouloir cette atmosphère à l'intérieur des lieux. Et pendant que ces sondages étaient republiés, le secrétaire à la sécurité intérieure, en exercice, était assis à une audition au Congrès qui, selon la plupart des comptes rendus, s'est transformé en cris, accusations et incapacité fondamentale à articuler une politique claire et cohérente sur ce que l'ICE ferait ou ne ferait pas lors des événements de la Coupe du Monde. En février, le chef de l'ICE a déclaré clairement que des agents seraient présents dans les stades. Pour des raisons de sécurité, a-t-il ajouté, mais il n'a jamais expliqué le rôle exact qu'ils joueraient, s'ils menaient que des contrôles civils d'immigration ou si leur présence était censée être un moyen de dissuasion, une garantie ou autre chose. Les dirigeants de la FIFA auraient envisagé de demander au président Trump de suspendre toute application de l'ICE pendant le tournoi. Un projet de loi du Congrès, le Save the World Cup Act, présenté par la démocrate du New Jersey Nellie Pugh, visait à interdire les raids de l'ICE à moins d'1 mile de tout match ou festival de supporters sur le sol américain. Le texte était présenté comme une assurance aux supporters et une tentative de réduire l'effet dissuasif de l'application fédérale de l'immigration qui planait aux frontières de chaque match. Le shérif du comté de Los Angeles, Robert Luna, a déclaré à sa communauté que les autorités fédérales lui avaient assuré qu'il n'y aurait aucune application civile de l'immigration lors des matchs de la Coupe du Monde à Los Angeles. Puis, dans le même souffle, il a reconnu que les circonstances pouvaient changer. Cette mise en garde est le problème entier. La certitude est le produit sur lequel repose le voyage international. L'ambiguïté est son tueur le plus efficace. Le signal de l'administration était confus. Les conséquences le sont aussi. Troisième facture, la pile d'exclusion. La pression sur ce tournoi ne vient pas d'une seule direction. Elle s'accumule de tous les côtés simultanément. Les restrictions de visa ont laissé les supporters de nombreux pays réellement incertains quant à la possibilité même d'entrer aux États-Unis. Les frappes militaires américaines contre l'Iran, nation participante, ont évoqué le spectre de boycott avant même que le tirage au sort du tournoi ne soit finalisé. Des groupes de soutien LGBTQ, dont l'organisation officielle de supporters anglaise Three Lions Pride, ont annoncé qu'ils n'auraient aucune visibilité lors du tournoi. Human Rights Watch a demandé à la FIFA de faire davantage pour protéger les supporters queer se rendant aux États-Unis. La FIFA a répondu que tout le monde est le bienvenu.
mais plus de 500 lois anti-LGBTQ sont actuellement répertoriées à travers les États-Unis. Un décret exécutif de 2025 ciblait les personnes transgenres dans les domaines de la santé, de l'identification, du sport et du service militaire. On ne comble pas cet écart avec un communiqué de presse. L'exclusion est structurelle. L'exclusion structurelle engendre des conséquences structurelles. Human Rights Watch a également publié des données montrant qu'entre janvier et octobre 2025, l'ICE avait arrêté au moins 82 382 personnes dans et autour des 11 villes américaines accueillant des matchs de la Coupe du Monde. Ce chiffre n'est pas abstrait. Ce sont de vraies personnes, dans de vrais quartiers, dans les mêmes villes où les supporters du monde entier sont censés se sentir en sécurité en achetant un billet et en entrant dans un stade. La recherche a aussi documenté un cas du Club World Cup, un père demandeur d'asile qui avait emmené ses 2 enfants, âgés de 10 et 14 ans, à la finale du MetLife Stadium. Cette histoire n'est pas restée silencieuse. Elle s'est répandue. Et elle a atteint exactement le public sur lequel la FIFA comptait pour remplir ses places. La plupart des administrations qui accueillent un événement mondial adoptent un mode d'ouverture maîtrisé. Elles atténuent le ton. Elles offrent des assurances discrètes à leurs alliés. Elles donnent aux agences frontalières des instructions informelles pour rendre l'entrée plus fluide, pas plus difficile. Elles comprennent que le monde qui regarde est aussi le monde qui dépense, et que 30 milliards de dollars ne se matérialisent pas si le monde décide de regarder depuis un canapé à São Paulo ou à Séoul. Cette administration a évolué dans la direction opposée. Alors que d'autres gouvernements ôtent finalisé les protocoles de sécurité des stades, des hauts fonctionnaires américains étaient en audience télévisée à débattre de la nature discriminatoire éventuelle de leur approche. L'administration a menacé de couper les vols vers les villes sanctuaires, plusieurs d'entre elles étant d'importants pôles hôtes de la Coupe du Monde. Les responsables ont rappelé aux médias, à plusieurs reprises et en divers contextes, la présence de l'ICE lors d'événements sportifs comme s'il s'agissait d'un argument de vente plutôt que de ce que c'est réellement, un panneau d'avertissement pour chaque supporter international qui décide si le voyage vaut le risque. Les chiffres de réservation ont chuté, les données d'opinion se sont durcies, les avis de voyage se sont empilés. La réponse n'a pas été une recalibration, c'était un doublement d'efforts. Le Mexique a géré ses propres défis. La violence des cartels a créé de réelles préoccupations sécuritaires dans ses villes hôtes. Le Canada a observé la situation américaine à distance prudente, mais aucun des co-hôtes n'a généré la même intensité d'anxiété internationale que celle concentrée sur le volet américain de ce tournoi. La soupape de pression allait toujours être les États-Unis, et les États-Unis ont allumé un feu d'artifice juste à côté. Il y avait une fenêtre, il y a toujours une fenêtre. Une version de cette histoire où quelqu'un dans l'administration aurait examiné les données entrantes, les chiffres hôteliers, les résultats des sondages, les retraits des groupes de supporters, l'histoire du charter sud-africain relayé dans les gros titres internationaux et aurait discrètement ajusté la trajectoire. Atténuer les bords. Créer une distinction visible et crédible entre l'application générale de la loi sur l'immigration et l'atmosphère contenue, internationalement surveillée, d'un événement sportif mondial. C'est ce à quoi ressemble l'accueil stratégique. C'est le manuel que chaque nation hôte précédente a suivi, quel que soit son contexte politique interne. Cette fenêtre existait. Elle n'a pas été utilisée. On ne surmonte pas un problème de crédibilité mondiale en ignorant les données. On s'achète du temps. Et le temps est la ressource dont cette Coupe du Monde ne dispose plus en abondance. Alors, que signifie tout cela concrètement ? Si vous travaillez dans l'hôtellerie, le tourisme, l'aviation ou la prestation d'événements dans une ville américaine haute, la sous-performance n'est pas abstraite. Ces chambres d'hôtel vides représentent des prévisions de revenus réels qui ne seront pas atteintes cet été. La différence entre une vague attendue et une saison plate, c'est la différence entre embaucher du personnel saisonnier supplémentaire et licencier en septembre. Si vous êtes un supporter étranger qui avait prévu de voyager, l'incertitude autour de l'entrée a été suffisamment réelle pour que les grands groupes de supporters internationaux réorganisent entièrement leur présence, annulent les forfaits de voyage groupés et, dans certains cas, annoncent publiquement que leurs membres regarderont depuis chez eux. Ce n'est pas une protestation, c'est une évaluation du risque. Si vous êtes une marque ou un sponsor qui a payé pour être associé au plus grand événement sportif du monde sur le sol américain, vous êtes désormais lié à un tournoi qui a généré plus de gros titres mondiaux sur l'exclusion, la peur et les frictions diplomatiques que sur le football, avant même que le premier coup de sifflet ne retentisse. Le retour sur investissement ne ressemble plus à ce qu'il était lorsqu'on a signé les contrats.
Et une fois que le récit pré-match d'un tournoi est fixé, il ne se réinitialise pas proprement. Les histoires écrites avant le sifflet d'ouverture accompagnent l'événement jusqu'à la finale. Elles deviennent le cadre à travers duquel tout le reste est interprété. Un beau but devient une note de bas de page dans le récit plus large. Un incident diplomatique confirme ce que tout le monde suspectait déjà. Quand l'issue de secours est intégrée à chaque plan de voyage d'un groupe de supporters, les gens se souviennent où elle se trouve. Et ils ne jettent pas cette connaissance, même lorsque le moment passe. 3 scénarios s'offrent à nous, et il est utile de les comprendre clairement. Le premier est une correction maîtrisée. Les autorités locales, les tribunaux et la pression diplomatique discrète forcent une désescalade partielle. L'application de la loi sur l'immigration garde son posture formelle, mais opère avec une retenue suffisante pour que les incidents pendant le tournoi restent minimes. Les matchs se tiennent. Certains supporters internationaux arrivent, moins que prévu, mais assez pour remplir les caméras. Le dommage économique est réel, mais n'atteint pas le catastrophique. Le tournoi se conclut. Mais la leçon que les États-Unis sont un hôte imprévisible est déjà enseignée. Et elle façonnera la façon dont la FIFA modélise les futures candidatures pendant des années. Le dommage structurel dépasse le tournoi lui-même. Le deuxième scénario est l'effet domino. D'autres nations, observant ce qui est arrivé aux charters sud-africains, commencent à se coordonner discrètement. Les groupes de supporters qui ont retiré leur visibilité deviennent un modèle pour d'autres. Les sponsors réexaminent leur association à de futurs événements organisés aux États-Unis. D'autres tournois, d'autres grands rassemblements internationaux ajustent leur cadre de planification, s'éloignant des États-Unis comme destination par défaut. Pas dans une déclaration dramatique unique, pas dans une conférence de presse ou un boycott officiel, mais dans des centaines de petites décisions prises dans des bureaux à Zurich, Londres, Tokyo et Buenos Aires. Les États-Unis restent puissants, mais ils ne sont plus le premier choix automatique, et de légers déplacements de gravité accumulés sur des années redéfinissent donc des paysages entiers. Le troisième scénario est l'escalade. C'est la porte que tout le monde voit, mais que personne ne veut ouvrir à haute voix. Un incident très médiatisé dans un stade ou à un point de contrôle frontalier. Une équipe ou une délégation officielle traitée d'une façon qui devient un point d'orgue mondial. Un sponsor majeur qui se retire publiquement en temps réel. Le type de moment qui transforme un tournoi déjà troublé en un incident international complet. Les responsables se préparent à cette éventualité en privé. Personne ne le nomme à haute voix. Et l'ambiguïté que le shérif Luna a reconnue, que les circonstances pourraient en changer, est précisément la brèche par laquelle ce scénario peut s'insérer. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 ne sera jamais le tournoi qui avait été promis en 2018, même si le football lui-même est historique, même si les stades se remplissent et que les moments sont réels et que les buts sont du type que les gens re-regarderont pendant des décennies. Le récit qui précède ce tournoi est déjà écrit, déjà archivé, déjà indexé par chaque journaliste, analyste et dirigeant de la FIFA qui passera les prochaines années à essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment éviter que cela ne se reproduise. Le charter annulé depuis Johannesburg. L'audition parlementaire qui s'est transformée en altercation verbale sur la place des agents d'immigration dans un stade. Les 2/3 des Américains qui ont déclaré ne pas vouloir cette ambiance dans leur propre événement sportif. Les 80% des exploitants hôteliers signalant des réservations plus faibles que prévues. Les plus de 120 organisations de droits civiques qui ont émis des avertissements formels aux voyageurs internationaux. Ce ne sont pas de simples arguments de discussion. Ce sont des points de données. Et les points de données s'accumulent. Lorsqu'un pays enseigne au monde que l'entrée est un risque plutôt qu'une garantie, le monde n'oublie pas rapidement. Il élabore des plans de secours. Il trouve des destinations alternatives, il découvre où se trouvent les trappes, et il ne jette pas ses connaissances institutionnelles quand les vents politiques finissent par changer. La question qui mérite réflexion n'est pas de savoir si la posture de cette administration a endommagé la Coupe du Monde. Le dommage au récit pré-événement du tournoi est déjà documenté et mesurable. La question plus profonde est ce que cela signale à propos de quelque chose de plus vaste. Le déficit de 30 milliards de dollars est-il un échec de politique, une erreur spécifique, corrigeable, commise par des personnes spécifiques à un moment politique donné? Ou est-ce quelque chose de plus lent et plus difficile à inverser? Un signal que le monde recalibre tranquillement, méthodiquement, sa relation avec les États-Unis en tant qu'hôte, garant de sécurité, destination qui vaut le risque, le coût et l'incertitude.
Est-ce le premier chapitre de ce recalcul, ou est-ce le milieu d'un processus qui a commencé des années avant que ce tournoi ne soit jamais planifié? Les matchs ont lieu. Le ballon roule, les buts arriveront, et certains seront extraordinaires. Mais les récits qui se déroulent sous le tournoi, les disputes de visa, les blocages dans les stades, les réservations insuffisantes, les retombées diplomatiques, les groupes de supporters qui sont restés chez eux et ceux qui sont venus quand même ne ralentissent pas. Ils seront étudiés longtemps après que le trophée aura été soulevé et que les caméras seront passées à autre chose. Non pas parce que le football ne valait pas la peine d'être regardé, mais parce que ce qui l'entourait raconte une histoire qui dépasse largement les 90 minutes. Et cette histoire est encore en cours d'écriture.